Ici, lire le journal sur une bonne vieille feuille de papier appartenait au passé. En France, comme dans le monde entier d'ailleurs, les modes de consommation ont changé. Le secteur de la presse est en pleine mutation. Vous allez voir que les modes de consommation ont changé. La tablette ou le smartphone remplacent peu à peu le bon vieux canard. Une mutation qui entraîne la fermeture de kiosques et de librairies. Et pourtant, les hommes d'affaires d'un nouveau genre y croient toujours. Certains magazines tirent même leur épingle du jeu. D'autres sont même nés sur Internet avant d'être imprimés. Nous sommes à Tremblay en France, dans le nord de Paris, à l'imprimerie, d'où sortent 3 grands quotidiens français tous les jours. Le Figaro, Les Échos et le journal Le Monde qui se trouve en ce moment sur ses rotatives. Ces exemplaires vont partir à Paris, en France et dans le monde entier. Ici, plus de 200 000 exemplaires sont produits chaque jour. Et pourtant, même si ces chiffres sont impressionnants, vous allez voir que la presse est en crise en France. Qu'il semble loin l'âge d'or de la presse écrite. Imaginez, en 1913, chaque jour était imprimé 10 millions de journaux, plus de 320 titres. Cocorico, à cette époque, la presse française était la première d'Europe et la deuxième dans le monde. Mais avec les deux guerres, les journaux en ont pris un coup. Et même à partir des années 70, c'est la crise. Plus de 2 tiers des titres ont disparu en 70 ans. Pire encore, un Français sur 3 ne lit jamais de quotidiens nationaux. En fait, c'est un journal régional qui tient le haut du palmarès. Ouest France, avec plus de 715 000 exemplaires, devance le Figaro et Le Monde. Ironie du sort, du côté des hebdomadaires, les magazines, télé sont les plus vendus, près de 12 millions chaque semaine. Si les people et les féminins ont un peu moins la cote, la cuisine, elle, continue de faire recette. Les carottes sont cuites pour la presse? Eh bien non, l'audience augmente grâce aux écrans. Un Français sur 5 lit le journal sur sa tablette. Quant au mobile, c'est 29% de lecteurs en plus en un an. Bref, quel que soit le support, l'essentiel, c'est que l'info continue de frapper les esprits. Ici, en permanence, sont acheminés ces tonnes de papier destinés à produire ces journaux. Ils vont partir ensuite en direction des rotatives, transportés par ces robots autonomes. Alors, vous l'avez vu, il se vend de moins en moins de journaux en France. Cela a des conséquences sur les professionnels, les imprimeurs par exemple, mais pas seulement. Les points de vente aussi ferment peu à peu. Selon Prestalis, 950 ferment en France chaque année. Le monde, bonjour. Ça y est, le monde. 13h. Comme tous les jours, le marathon commence pour Ali Akbar. Depuis que je suis à Paris, entre 13h et 15h, si je ne vends pas mes journaux, pendant que les gens ils sont en train de déjeuner, ils me prennent Le Monde. Après, ils ne sont plus là. 60 journaux à écouler. Charlie Hebdo, Le Monde. La réputation de ce vendeur n'est plus à faire. Bonjour. Ça va? Dernier vendeur à la Criée dans Paris, Ali arpente le quartier Saint-Germain depuis 43 ans. Mais il écoule aujourd'hui 3 fois moins de journaux qu'avant. Je vendais 100, 150 mondes par jour, jusqu'à 200, même 300. Quand il y avait vraiment une tragédie, je ne sais pas, une guerre. Et maintenant, la mort d'un président, ça ne veut rien dire. Ça va marcher un tout petit peu plus. Mais la plupart, ils sortent leurs appareils. Avant d'acheter le journal, ils vérifient si c'est vraiment vrai. Même constat amer pour Sophie David. Propriétaire de ce point de vente depuis presque 9 ans, elle a dû mettre la clé sous la porte cet été. Devant, il y avait le matin le Figaro et l'après-midi Le Monde. Chacun avait son heure de primeur. Asphyxiée par les dettes, Sophie ne se versait plus de salaire depuis plusieurs années. Une crise liée à la baisse des ventes, mais pas seulement. La presse papier, il va falloir la repenser, la remodeler et sans doute la redistribuer dans d'autres conditions. Au centre des critiques, les distributeurs qui lui fournissent les journaux. En 2012, une grève de Prestalis, l'un des 2 plus grands fournisseurs de presse à Paris, a paralysé le marché. Résultat, des étals vides pendant plusieurs semaines et des livraisons chaotiques. Vous achetez votre journal, vous avez envie de le lire le matin, le journal du matin, on lui livrait à 11h. Comment voulez-vous qu'elle fasse? Pour faire face à la crise de la presse papier, d'autres organisent la riposte sur le terrain de l'innovation. Alors dites-moi, où en sommes-nous là? Ça se passe bien pour le moment. Cette imprimerie édite plusieurs grands titres avec un nouveau procédé. Adapter chaque exemplaire d'un même magazine à son lectorat. Je pense que l'imprimerie de volume va passer dans les années à venir vers une imprimerie de valeur, simplement par de l'adjonction de la technologie nouvelle qui nous permet de faire du jet d'encre aussi et d'être capable d'envoyer à 500 000 personnes 500 000 documents différents.
Créer du papier intelligent, c'est le défi de la presse écrite pour survivre. S'adapter à des lecteurs attirés par l'information en ligne, plus rapide et personnalisable à l'infini. Il se vend de moins en moins de journaux en France et pourtant, en 2015, certains se battent encore pour racheter des titres. Par exemple, le groupe de luxe LVMH vient de racheter l'un des journaux les plus lus en France, Le Parisien, aujourd'hui en France. Qu'il s'appelle Vincent Bolloré, Patrick Drahi, Xavier Niel ou encore Mathieu Pigasse, vous allez voir que certains hommes d'affaires investissent encore dans la presse et vous allez comprendre pourquoi. Des industriels propriétaires de médias, la tendance n'est pas nouvelle. Mais les acquisitions se sont multipliées ces dernières années. Après s'être offert les Échos, le groupe LVMH rachète Le Parisien aujourd'hui en France. De son côté, le magnat des télécoms Patrick Drahi fait l'acquisition de 3 titres de presse professionnelle, parmi lesquels le magazine Stratégie. Il y a quelques mois déjà, après avoir acquis Libération, l'homme d'affaires reprend une partie du groupe Roularta, dont l'Express, l'Expansion et des magazines culturels. Pour cet historien des médias, cela répond à une vraie logique de groupe. On a les mêmes articles, les mêmes émissions, etc. sur différents écrans, sur l'ordinateur, sur le portable et tout. C'est la convergence des contenus. Et l'idée de Patrick Drahi, c'est de dire, moi j'ai des télécoms, j'ai des tuyaux qui transportent tout un tas de choses, donc je vais acheter les contenus qui sont transportés par ces tuyaux et je vais faire une convergence entre les deux. Avant Patrick Drahi, Xavier Niel, un autre géant des télécoms, a lui aussi multiplié les investissements dans les médias. En 2010, il rachète Le Monde, puis l'Obs en 2014, en association avec le banquier Mathieu Pigasse et l'entrepreneur Pierre Berger. Xavier Niel a aussi créé un fonds d'investissement doté de 300 à 500 millions d'euros, exclusivement consacré au rachat d'entreprises de presse. Quant à Vincent Bolloré, déjà propriétaire de Direct Matin et de la chaîne Direct 8, il a récemment acquis le groupe Canal via Vivendi. Conséquence, l'ensemble du paysage médiatique français s'en trouve remodelé. Les principaux risques, c'est le poids sur l'indépendance des rédactions et donc l'autocensure, poussée à l'autocensure des rédactions. Ça, c'est le risque principal. Et donc, d'une manière ou d'une autre, un contrôle, une chape de plomb qui s'abattrait sur la sphère de l'information française. Les journalistes pointent aussi du doigt des cultures éditoriales divergentes au sein d'un même groupe de médias, sans compter que ces rachats s'accompagnent le plus souvent de plans de départ et de licenciements. Nous sommes maintenant à la Galquante, une librairie parisienne spécialisée dans les titres anciens. On trouve des journaux vieux de plus de 200 ans ici, certains édités sous la Révolution française, d'autres dans le Second Empire ou les années 50. Vous allez voir que dans ce secteur de la presse en crise, certains arrivent à tirer leur épingle du jeu. C'est le cas de la presse masculine qui a vu ses ventes augmenter de 10% l'an dernier, les magazines sportifs plus 2,5%. Certains titres nés sur Internet ont même désormais leur version papier. Lui, c'est le patron de Marmiton. Christophe Duhamel prépare une nouvelle recette qui sera publiée dans le prochain numéro. C'est nourrissant, mais c'est très bon. Les recettes de Marmiton Magazine n'appartiennent pas aux chefs, mais aux internautes qui partagent leur savoir-faire sur le site web. Les gens aiment des recettes qui sont proposées par des gens comme eux parce qu'ils se disent qu'ils ont une chance de les réussir. C'est pas comme des recettes de chefs, c'est pas comme des recettes construites par des gens qui ne sont pas comme eux. Et c'est pour ça que c'est important chez Marmiton qu'il n'y ait pas de professionnels de la cuisine, qu'il n'y ait que des passionnés. Tout commence dans les années 90. Christophe Duhamel, alors jeune informaticien, lance sa start-up avec 2 collègues. Aujourd'hui, ils sont 17 à travailler dans la salle de rédaction. Ils s'occupent du site internet, mais surtout du contenu du magazine, apparu dans les kiosques il y a 5 ans. La photographe du jour n'est pas professionnelle. Pour elle, la recette du succès, c'est de rester à la portée du grand public. Il faut que ça soit simple à réaliser, c'est-à-dire que n'importe quel internaute peut reproduire cette présentation chez lui, ça n'a aucune difficulté. Marmiton est numéro 1 sur Internet. C'est le 2e magazine culinaire le plus lu en France, avec près de 4 millions de fidèles. Des dizaines de milliers de recettes qui doivent toutes répondre aux attentes des Français. Entre la nounou, le supermarché, l'école, il n'y a pas forcément du temps pour passer 2 heures en cuisine. Mais par contre, la préoccupation du bien manger, elle est là. Elle est vraiment très présente et elle l'est de plus en plus. En France, on compte une vingtaine de magazines de cuisine.
Même les journaux non spécialisés publient des pages gastronomie. Alors pourquoi la presse culinaire a-t-elle autant de succès? Avant, il y avait les cahiers de cuisine, où on notait en fait ce qui se racontait dans la famille ou ce qu'on avait appris à l'école ménagère. Aujourd'hui, les gens ont quand même toujours cette habitude de feuilleter le magazine. Qu'est-ce qu'il me raconte ce mois-ci? Tac, 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 tac. Ouah, il faut un truc avec des châtaignes, on est en plein automne. Hop, ils embarquent sur la châtaigne, ils n'y auraient pas pensé sans passer par l'écrit. Cuisine actuelle, Régal, 750 grammes. Les magazines culinaires prennent une grande part du gâteau de la presse. Problème, on ne sait plus lequel choisir. C'est la fin de cette émission. Merci à l'Imprimerie du Nord Rico Bono et à la librairie La Galquante de nous avoir reçus. Merci à vous de nous avoir suivis et à bientôt sur France 24.